2, 1. Ignition. You have 6 seconds to check. Vous êtes en live. Et bonsoir à tous. Merci à tous d'avoir descendu des étages jusqu'à l'amphithéâtre à Toulouse. Et bonsoir à Ivry. Merci d'être connectés avec nous. Ils sont nombreux. Il y a 108 connexions de là-bas. On fait bonsoir. Super. Nous avons le grand plaisir. Oui, la caméra est juste là. Pas l'habitude encore à Toulouse d'avoir la caméra parquée sur l'amphi. Nous avons le plaisir, donc comme j'avais démarré, d'accueillir ce soir l'ingénieur Philippe Millon. Bonsoir à tous. 35 ans d'expérience en conception satellite, plus de 90 satellites testés, lancés et conçus. Des passages aux States, ça vous plaît, Washington, Arizona. Vous allez pouvoir tout apprendre ce soir grâce à sa conférence, que nous remercions encore une fois d'avoir eu l'idée de venir vers nous. Voilà. Merci à lui. Et bien évidemment, à distance, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois Ophélie, elle est prête pour les accueillir. Dans la salle, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, de poser des questions. Et sans plus attendre, parce que nous sommes déjà un peu en retard, désolé, je laisse la parole à notre conférencier. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais revenir vers les étudiants pour partager avec eux ce que j'ai appris pendant mes années de travail. Et on s'est mis d'accord avec votre équipe pédagogique. Vous m'entendez bien? Oui. Je me suis mis d'accord avec votre équipe pédagogique pour parler des systèmes spatiaux et des métiers associés, en espérant que ça corresponde, que ça vous apporte quelques réponses à vos questions. Donc ça va aller assez vite, j'ai plein de slides. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout ce que je trouvais de public sur Internet et j'ai pris les photos, les images qui correspondaient exactement à ce que j'ai vu pendant mes 30 années de travail. Donc ce que vous verrez, c'est ce que j'ai vu régulièrement quand je travaille. Voilà. J'ai commencé par rappeler les applications du spatial. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier. En termes d'orbite, il y a l'orbite basse, qui va jusqu'à quelques centaines de kilomètres. L'orbite moyenne, aux alentours de 20 000 kilomètres. L'orbite géo, précisément, à 35 000 quelque chose kilomètres. Donc, vous le savez, orbite basse, on fait un tour de Terre en 1h30. Orbite moyenne, c'est à peu près plusieurs heures. Et l'orbite géostationnaire, c'est à la vitesse de la Terre, donc c'est toujours en face de nous. Et il n'y a pas ça sur ce slide-là, mais il y a aussi des orbites de type qu'on appelle Molniya maintenant, qui sont des orbites polaires. Enfin, il y a plein d'autres types d'orbites. Hein. Et j'ai mis Mars, parce que bientôt, je pense qu'on va y aller. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et vous arrivez à un moment où ça évolue beaucoup, donc je pense que vous avez beaucoup de chance pour ça. Alors, premier grand type d'application, les vols habités. Donc c'est pareil, hein, c'est des images, c'est juste des supports. Donc ça a commencé 60, moi j'ai commencé à travailler vers là, 90, on est 2023. Donc les vols habités, je n'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. C'est vraiment vers les agences qu'il faut aller si vous voulez travailler dans les vols habités. Et après, maintenant, il y a quelques sociétés privées, mais c'est la meilleure porte d'entrée pour tout ce qui est vol habité, c'est vraiment les agences. Après, vous pouvez travailler dans les vols habités chez les industriels qui fournissent les modules aux agences. Une autre manière de faire. Voilà. Donc, bon, il y a tout ce qui est, tout ce qui est lancement, enfin, tous les pays qui participent, les coopérations internationales, c'est des gros moyens, donc ça se coordonne beaucoup entre agences. Et, voilà. Donc, et là, c'est pareil, là, c'est plutôt initiative agents, grands États et une société privée. Donc voilà, ça c'est un premier type d'application. Je ne peux pas trop en parler malheureusement, parce que je n'ai jamais été dans ce domaine-là. J'ai vraiment fait que du satellite et voilà.
Deuxième grand domaine, c'est tout ce qui est exploration et sciences. C'est pareil, c'est les agences. Hein. C'est surveillance de la Terre, climat, radar. Donc tout ce qui est... il y a des tas d'applications sur la surveillance de la Terre. Il y a aussi du commercial privé avec les images à basse résolution de plus en plus. Hein. Et bien sûr, il y a tout ce qui est exploration du système solaire et au-delà. Donc, quand j'étais à Cannes, les gens de Cannes ont fabriqué ce module-là, qui s'est assemblé sur ce module-là, qui était fait par les Américains. Ça met en œuvre comme ce sont des enjeux un peu stratégiques, parce que c'est ce qui nous surveille nos conditions de vie, ça met en jeu quand même des infrastructures assez importantes. Donc, c'est pareil, c'est des grosses agences vers lesquelles il faut aller. On retrouve Mars, hein, le fait d'aller atterrir sur une comète, ça c'est magique. Et maintenant, il commence à y avoir tout ce qui... Je l'ai mis là parce que je trouve ça intéressant. Dans l'exploration et sciences, il y a tout ce qui est exploration photonique, quantique, où on commence à faire du quantique par satellite, ce qui était impensable encore il y a un petit moment, quoi. Voilà. Troisième type, donc on a vu volatilité, on a vu exploration et sciences, il y a navigation, donc GPS. Donc ça c'est Wikipédia, hein, il y a Baidu, la Chine. On n'entend pas trop parler, mais enfin, si vous suivez, ils sont bien avancés. Galileo, l'Europe, GLONASS, les Russes, GPS, les Américains. Et cela, j'ai découvert ça un peu, c'est des activités régionales de l'Inde et du Japon. Voilà. Donc, c'est vraiment un métier assez spécifique, la navigation. Quand on en fait, c'est des équipements spéciaux, c'est des satellites spéciaux. Et ça sert à tout ce qui est positionnement sur Terre. Hein. Donc, et puis militaire aussi. Et la dernière grande catégorie, c'est communication. Donc, que ça soit géostationnaire, où vous voyez, c'est bien occupé, ou orbite basse, avec des projets comme, là, je pense que ça doit être SpaceX, que j'ai dû récupérer. Et le principe d'un système de communication, c'est toujours le même. Vous avez le ou les satellites. Le job principal, c'est de mettre des usagers qui ont des terminaux en relation. Et pour faire ça, on a une infrastructure derrière qui sont des stations sol, des réseaux de communication, le réseau Internet qu'on connaît terrestre, et après tout un segment de contrôle pour faire marcher ça. Mais que ce soit géostationnaire ou orbite basse, c'est toujours le même type d'infrastructure que vous trouverez. Donc ça, c'était les applications principales. Après, je me suis dit, je vais faire un tour des employeurs, que vous voyez un peu ce qui vous attend. Et des employeurs, il y en a encore plus qu'avant, vraiment. Hein, ça explose en ce moment. Donc j'ai déjà les lanceurs. Pareil, il y a une liste impressionnante de gens qui font des lanceurs. Quand j'étais plus jeune, c'était les États qui faisaient des lanceurs et quelques sociétés privées. Là, c'est la bascule complète. C'est les sociétés privées qui vont dans le domaine du commercial et les États qui essayent de suivre. Enfin, si je caricature, c'est presque ça. Est-ce que les slides seront disponibles aux étudiants ou pas? Ouais. Donc, on a vu les sociétés qui font les lanceurs. Il faut parler des agences. Donc, vous connaissez les plus importantes, hein, on va dire la NASA aux US, l'ESA ou le CNES en France. Tous les pays essaient d'avoir leur agence de plus en plus. Hein. Ce qui me paraît important de dire, c'est qu'à côté des agences, j'en ai noté deux en particulier. Il y a l'ITU, qui est l'organisme qui va régir internationalement l'allocation des fréquences pour être sûr que les systèmes soient coordonnés entre eux. Donc typiquement, un radioastronome qui veut regarder dans sa bande de fréquences, il veut être sûr qu'il n'y ait pas un satellite qui émet dans la même bande de fréquences. Voilà. Donc il y a vraiment, vous pouvez imaginer, il y a une carte du spectre, et suivant les pays et les régions où vous êtes, ça c'est pour tel service, ça c'est pour tel service, c'est vraiment découpé en tranches et alloué. Le job, ça c'est l'ITU qui le fait. Et après, il y a beaucoup de projets de satellites de constellation aux US, et un des acteurs majeurs aux US, c'est la FCC. Donc. Alors, ouais, j'ai une sécurité clearance pour les pensées. C'était aussi le cas, je crois, sur les fusées. Voilà, j'avais mis un tag. Quand on travaille dans le domaine de la fusée, c'est des domaines où il y a des habilitations. Hein. Voilà.
Les agences, ça reste le cas. Et après, tout ce qui est opérateur industrie, où là, vous avez peut-être des noms que vous connaissez, hein. C'est toutes les sociétés commerciales qui essaient de commercialiser des services et de faire du revenu dessus. Et il y a plein de sociétés. Alors, soit il y a des sociétés qui existent depuis longtemps, soit il y a des nouveaux entrants. Et en ce moment, il y a plein de projets de constellation. Il y a des sociétés qui lèvent des fonds. Et puis, on verra celles qui restent à la fin. C'est un peu en ce moment ce qui est en train de se passer, hein. Associé à ce monde-là, il y a aussi peut-être un autre monde, puisque j'essaie de vous faire un panorama un peu large de tous les métiers qui tournent autour du spatial. Il y a les métiers de l'assurance. C'est-à-dire que quand on lance des satellites, suivant le type de satellite, on va prendre une assurance en cas de perte de service, en cas de baisse de revenus, en cas d'échec lanceur. Donc il y a des gens dont le métier, c'est de revoir des projets, la manière dont le satellite est fabriqué, la fiabilité, et de définir la prime d'assurance qui va avec. C'est de moins en moins vrai, j'ai appris récemment, dans les constellations de petits satellites, les gens ne s'assurent plus, parce que l'idée, c'est d'en lancer un paquet, et si on en perd, c'est pas grave. Alors qu'avant, les opérateurs plus gros, les gros géostationnaires, quand on perdait un gros géo, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'est beaucoup de revenus en moins, donc ça a plus d'impact d'un point de vue assurance. Donc on a vu les lanceurs, on a vu les agences, les opérateurs. Après, on ne va pas rentrer dans le détail parce que j'ai d'autres slides à parcourir, mais enfin, j'ai trouvé des... On va revoir après, hein. Mais bon, il y a les gros lanceurs, les petits lanceurs, il y a des gens qui offrent du service au lancement. Donc ça peut être typiquement, vous avez un petit satellite, vous cherchez un dispenseur où le mettre, et c'est des gens qui agrègent les demandes, et à un moment donné, quand il y a un lancement, ils vous mettent avec tout le monde, vous mettent sur le dispenseur, le tir se fait, vos satellites sont libérés. Donc, il commence à y avoir des sociétés qui vendent ça comme un service. Il y a tout ce qui est analyse de données, big data derrière, hein. Le tourisme spatial, vous en avez entendu parler. Enfin, voilà, c'est le domaine de l'espace, c'est un domaine qui est en train de grossir, hein. Franchement, commercialement, voilà. Les petits satellites, là, c'est coupé par État. Donc, Europe, Afrique, Amérique du Nord, Asie, Australie. C'est pareil, vous voyez un florilège de sociétés qui sont en train de se monter partout, hein. C'est assez impressionnant en Europe, il y a vraiment beaucoup de sociétés. Et voilà. Moi, je passe vite, hein. Ça, c'est une autre vue. C'est pareil, vous voyez, il y a des drones qui sont mentionnés. Et alors, c'est pas lié tout à fait au monde du satellite, mais par exemple, vous avez ces projets de ballons en haute atmosphère qui ont en dessous l'équivalent d'une charge utile de satellite, hein. Donc, par exemple, la société Thales Space à Cannes, je pense qu'il y a d'autres opérateurs industriels du même type, ils ont essayé de développer ce concept de ballon, ils l'ont avancé, ils n'ont pas trouvé le marché, on n'en entend plus parler. Peut-être que ça reviendra ou quelqu'un d'autre va le ressortir. Mais voilà, donc ça bouge. Ça, c'est, je vais passer dessus rapidement, c'est un zoom sur l'écosystème français, il faudrait regarder après. Il y a beaucoup de sociétés, si vous suivez LinkedIn, il y a beaucoup de sociétés sur Toulouse, hein, dans le spatial qui s'installent. Je discutais de ça avec un de vos collègues, hein. Enfin, pour moi, LinkedIn, c'est le meilleur endroit pour suivre ce qui se passe. Alors, vous êtes intéressé par le spatial, il y a plein d'applications possibles, il y a plein de sociétés, ça se développe. Vous allez vous engager sur quelque chose. Ça me paraissait important de mentionner le temps de votre vie que vous allez passer à faire un projet. Donc, vous visez une mission interplanétaire pour une agence. Déjà, avant de commencer à travailler, pendant 5-10 ans, ça réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire. On a des financements, il faut discuter avec les scientifiques, la viabilité des instruments, faut que c'est du sens, la mission. Vous lancez l'appel d'offres, vous choisissez un industriel. Là, pendant 5 ans, on va faire de la définition, de la conception, de la forme du satellite, tout ce qu'il faut faire que vous arriviez à... Enfin, le design sur le papier. Vous avez fini pendant 5 ans, alors bien sûr, on va vous dire 2 ans, hein. Pendant 2 ans, vous allez le fabriquer.
Au bout de 2 ans, ça faudra 3 ans de plus. Hein. Voilà. Donc, vous arrivez à 5 ans, et généralement, alors, sauf les missions qui vont très loin et qui durent très longtemps, comme des sondes qui voyagent encore, mais ça va, au bout de 5 ans, votre mission, elle sera finie. Hein. Voilà. Donc, bon, je ne veux pas vous désespérer. Hein. C'est juste pour vous donner une idée des rythmes dans le spatial. Moi, je suis passé rapidement sur un programme scientifique. Voilà, on fait une phase de faisabilité B1, on fait une phase de faisabilité B2, B3, peut-être qu'on va passer à la phase C. Enfin, il n'y a plus de financement, il faut que les États remettent de l'argent. Enfin, voilà, il y a tout ce rythme-là hein, qu'il y a derrière. Le plus facile, le plus rapide, c'est la dernière ligne, c'est le Géo ou le Léo, le télécom récurrent. Vous en avez déjà fait 10, il y a un client qui veut une charge utile. Vous ne changez pas le bus, vous avez juste à modifier la charge utile, l'adapter, les antennes, les tubes, voilà. Donc, comme vous prenez quelque chose qui est déjà qualifié, qui a déjà volé, vous connaissez le produit, il faut juste faire quelques adaptations, 1 an de design, 2-3 ans, c'est fabriquer, tester, et après, ça, pour un Géo, c'est 15 ans, 20 ans. Hein. Un Géo, c'est vendu pour 15 ans. Dans la pratique, s'il n'y a pas de défaut de conception, ça tombe un peu en panne, mais pas trop. Les redondances sont là pour ça, hein, à l'intérieur. Et on le tire, on tire sa durée de vie autant qu'on peut. Hein. Et entre les deux, vous voulez commencer une nouvelle ligne de produits dans le monde commercial, en Léo ou en Géo. Et là, il faut que déjà la société qui fasse ça, Airbus, Thales Aerospace, on va lancer un nouveau Géo, un nouveau Léo, on veut faire une nouvelle ligne de produits. C'est de l'argent à investir de la part de la société. Donc en interne, il y a un peu de R&D. Et aussi tout ce qui est recherche de maturité technique, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on aura le bon produit à temps. Donc on se lance, ça c'est un peu les équipes R&D ou business, hein, dev. Vous partez sur le design, donc nouvelle plateforme, nouvelle structure mécanique, nouvelle structure thermique, nouveaux équipements, charge utile, dernière génération. C'est 2 à 4 ans de design. Donc là, on commence par la méca, la thermique, on commence après par l'avionique, pour faire encore la charge utile. On est content des perfos, on a lancé les fabrications, il faut faire des qualifications, comme c'est la première fois que ça va voler, qui est le premier à vouloir voler déjà sur ce satellite, donc il faut qu'il y ait un client qui accepte. Et après, il faut qualifier, donc il faut vibrer, choquer, il n'a jamais volé avant, donc il faut vraiment tout tester. Et après, une fois qu'on a cette phase de qualification qui est un peu entre les deux, on a vraiment la phase de fabrication, d'assemblage et de test. Et après, on a le lancement. Donc, je pense qu'avec cette planche-là, vous savez quand vous partez sur un domaine, combien de temps à peu près vous partez. Si vous faites ça, vous en faites beaucoup dans votre vie. Si vous faites ça, vous en ferez un peu moins. Et vous voulez que la fusée décolle. Voilà. Et que ça se passe bien. Donc, faut aussi être préparé peut-être à, quand vous concevez quelque chose, à avoir en tête que le temps de votre vie que vous donnez, faut accepter toutes les options possibles. Hein. Voilà, ça fait partie de la vie. Hein. OK. Bon, ça c'était. On va attaquer les métiers du spatial. Donc, comment ça se passe? Vous avez un client, une agence, ou un opérateur, ou quelqu'un qui a une bonne idée et qui a de l'argent. Il définit son projet, il fait un appel d'offres, il sélectionne un fournisseur. Donc, le fournisseur, il va prendre en charge le projet, il va faire sa décomposition en segments et il va faire son ingénierie. Et à partir de là, il va faire des specs pour approvisionner des équipements chez des fournisseurs. Donc, quand vous faites de l'ingénierie prime, projet à ce niveau-là, votre job, c'est de prendre la spec mission, de faire la décomposition fonctionnelle, de démoduler toutes les performances associées à votre mission. Ça se termine très souvent par un schéma typique hein, en termes de décomposition. Hein. Vous avez toujours une charge utile, une plateforme, c'est par le satellite. Hein. Station sol, des moyens de simulation. Et après, derrière, vous avez des sous-systèmes. Et là, vous faites des appels d'offres et vous approvisionnez vos équipements, vous suivez les développements, des choses comme ça.
Donc, est-ce que jusque-là, ça va? Ouais. Ouais. Vous avez des questions à ce niveau-là ou pas encore? Non? Essayez de pas trop vous endormir, puisque... Donc, c'est la même planche qu'avant. Donc, vous travaillez chez Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, enfin, un fournisseur de solutions industrielles un peu majeur. Vous avez votre client en face, qui est soit une agence, soit un opérateur. Vous êtes sur un programme, ingénieur. Vous avez votre programme manager. Soit vous êtes dans le domaine de la... Supposez que vous êtes dans le domaine de la technique. Donc vous allez avoir votre responsable technique et après, vous allez vous occuper d'un sous-système. Vous allez être dans une équipe sous-système. On va voir ce que c'est, thermique, avionique, mécanique, charge utile. Voilà. Donc là, vous allez soit vous assurer des performances du système, soit faire de la modélisation. Alors, ça peut être plein de types. Ça peut être de la modélisation fonctionnelle, opérationnelle, ça peut être de la modélisation MATLAB. Vous pouvez aussi être en charge des opérations, des procédures opérationnelles, comment commander le satellite. Vous pouvez être aussi du côté de l'intégration, c'est-à-dire que cette phase où on arrive, on commence à avoir les équipements qui arrivent de partout, les panneaux, vous commencez à monter vos équipements sur les panneaux, tester les performances. Alors la validation, c'est un peu spécial, c'est par rapport à l'intégration, c'est vous recevez vos équipements, vous les montez, vous les testez. La validation, c'est plus quand vous avez des systèmes bout en bout et que vous voulez valider des chaînes entre elles. Donc, par exemple, je dirais, vous êtes dans un centre de contrôle, vous avez votre console pour commander le satellite. Quand vous appuyez sur la commande, ça part à votre station sol. Le signal est modulé. Ça monte au satellite. Donc là, on a des simulateurs de satellites. Ça revient. Donc, vous faites de la validation un peu sur des chaînes fonctionnelles. Il y a toute l'ingénierie des modulations des exigences. Parce que j'ai vu une constellation, j'ai vu une spec qui faisait que 30 pages. Ils avaient défini vraiment, je veux que mes usagers puissent avoir le service en moins de, je sais pas, 10 secondes, que 90% du temps. Enfin, c'est vraiment des caractéristiques usagées. Mais ça, c'est votre spec et derrière, vous devez faire une constellation. Donc, en fait, vous dites, bon, il faudra tant de satellites, on va les positionner comme ça, ils vont communiquer entre eux avec des liens intersatellites. Et donc, vous êtes là à avoir votre terminal qui monte sur votre satellite et que vous déterminez que vous tenez la perfo du système. Donc, il y a vraiment, entre l'aspect que vous recevez du client et ce que vous donnez à vos fournisseurs, il y a une démodulation d'exigences. Vous allouez ça à l'avionique, vous allouez ça à la mécanique, vous allouez ça à la thermique, etc. Et il faut, à un moment donné, on a un système de traçabilité des exigences pour être sûr qu'on n'a rien oublié. C'est un métier. La gestion des interfaces, parce que vous avez fait votre architecture, il faut être sûr que tous les messages qui s'échangent correspondent. Et puis après, vous avez tout ce qui est architecture des sous-systèmes. Voilà. Donc ça vous est dans le monde du technique, là, rattaché à votre programme manager. Lui, il rend des comptes à son directeur et à ses exécutifs. Il parle à ce programme manager-là, qui aussi rend des comptes à leur directeur exécutif. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le contrat, bon, ils se parlent toutes les semaines. Il y a des réunions tous les trimestres avec vos directeurs, où là, on focus uniquement sur les points d'avancement, les difficultés. Puis quand ça va encore, voilà, ça c'est au niveau supérieur, les execs qui discutent entre eux quand il y a vraiment des difficultés de programme, quoi. Ça, le programme manager, il a ce côté technique, mais il va avoir ce côté un peu gestion de projet. Donc, démodulation des lots de travaux, planning, tout ce qui est dépenses, achats, configuration, documentation. Donc, enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est des ingénieurs que j'ai vu faire ces jobs-là quand j'étais dans les sociétés. C'est, enfin, personnel, après, moi, je suis plutôt technique, hein, et voilà, on en a besoin. Et après, il y a tout ce qui est gestion des contrats, finance. Là, c'est vraiment les départements finance. Hein, enfin, finance et contrats, c'est des départements. C'est vraiment des gens qui ont cette formation-là qui font ça. Voilà. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va dire une quinzaine de personnes. Voilà, à ce niveau-là.
peu près 15 personnes. Quand vous rentrez dans un sous-système, là, vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont faire des analyses et des modèles et qui vont détailler les analyses. Alors, métier satellite. Typiquement, satellite, voilà, j'ai pris cette image parce qu'elle est parfaite. Hein. Vous avez, on va commencer par la structure, la mécanique. Hein. Donc, les panneaux, les piliers, les appendices, tout ce qui se déploie. Est-ce que ça va rentrer sous quoi? Parce qu'on n'a pas trop de place. Enfin, voilà. Ça c'est. Est-ce qu'on va tenir les chocs du lancement, les vibrations, l'acoustique? Donc ça, c'est le métier mécanique. Le métier thermique, lui, ça va plutôt être. J'ai les aspects solaires. Donc, les GS, ils vont être à l'ombre et au soleil. Les antennes vont être à l'ombre et au soleil. Ça va passer de -100 à +100. Tout ce qui est nord et sud, ça rayonne vers l'espace infini, donc c'est plutôt corps noir. Tout ce qui est face terre, ça va prendre le soleil, ça va prendre la terre, puis ça va prendre l'ombre. Enfin, il y a toutes ces variations. Il y a aussi l'usure avec le temps des propriétés, des couvertures thermiques qu'on est sur les satellites. Donc ça, c'est le métier de la thermique, c'est tous les aspects solaires. Puissance, donc c'est générateur solaire, batterie, convertisseur de puissance. Donc ça, c'est vous avez besoin de ça quand vous êtes en éclipse sur un géostationnaire ou en orbite basse, vous passez toujours à l'ombre à un moment donné, hein, voilà, suivant les orbites que vous choisissez. Donc, il faut que la batterie soit là et que vous vérifiez que vous ayez assez de ressources dans tous les cas de figure. Et bien sûr, le bus doit consommer le moins possible et toute la puissance doit être pour la mission. Propulsion, donc c'est les tuyères. Servent aussi bien à aller se mettre à poste ou une fois à poste à désaturer vos roues du contrôle d'attitude, par exemple. Donc, le contrôle d'attitude, je sais pas si c'est quelque chose de familier, le contrôle d'attitude, c'est ce qui vous sert à pointer terre. C'est-à-dire que, enfin, dans le cas d'un satellite où vous perdez la terre, vous avez vos senseurs qui vous disent à peu près où vous êtes, vous avez vos actuateurs qui vous font pointer terre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle d'attitude. Donc c'est différent de la propulsion. Hein. La propulsion qui sert vraiment à faire des delta V, à changer l'orbite, mais qui sert aussi à aider le contrôle d'attitude un petit peu. Tout ce qui est avionique, calculateur, TMTC. Ouais. Une question. Ah. Allez-y. Oui. Plus fort, parce que j'entends pas. Est-il possible de travailler dans plusieurs secteurs à la fois? Oui. C'est ça? Parfait. Alors, la réponse est oui, mais pas en même temps. Donc, typiquement, on peut commencer à faire de la fiabilité. Après, on va commencer à faire de la conception avionique. Après, on peut passer à faire de l'intégration et test. Après, on peut faire des radiofréquences. C'est vraiment... quand on peut évoluer d'une... Ouais, voilà. Ouais. On n'est pas en faire... Enfin, j'ai vu des gens que je connais encore qui sont dans le même métier qu'il y a 30 ans. Moi, j'aurais du mal, mais voilà. En revanche, dès que vous travaillez dans une société à taille moyenne, un peu grosse, vous avez à l'intérieur de la société des jobs qui s'ouvrent, suivant les compétences, suivant ce que vous aimez faire, enfin, vous évoluez. Hein. Et vous avez commencé où dans le métier satellite? Alors, j'ai commencé à faire de tout ce qui est sûreté de fonctionnement, fiabilité, donc étudier les architectures, les redondances, et vérifier que quand on faisait une mission, quelle que soit la panne, on pouvait finir la mission. Donc ça, c'était au départ, je ne connaissais rien au satellite. Hein. J'arrivais, voilà. Ce qui avait un peu bizarre, honnêtement, c'est que je ne connaissais rien au satellite, mais comme j'avais des anciens qu'on avait fait avant moi, je me suis posé, j'ai fait comme eux, en fait, au départ. Transfert de compétences. Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Ça a marché avant, ça va marcher pareil. À chaque fois, on en fait un peu plus. Et juste ce qu'il faut pour ne pas trop en faire trop, pour ne pas s'écarter de ce qu'il y a là. Voilà. Et ensuite, la sûreté? Après la sûreté de fonctionnement, on a fait une nouvelle ligne de produits en Léo. Donc là, il y avait besoin de monter une équipe. Orbite basse, Léo. Oui, orbite basse. C'est bon, ok. Donc là, l'équipe, il fallait tout concevoir le satellite. Donc c'était pareil, sûreté de fonctionnement, mais on était un peu plus libre, quoi. On pouvait inventer ce qu'on voulait. Ça, c'était bien.
Voilà. Et Conception. voilà, conception. Donc, une fois qu'on a fait ça, premier projet de constellation, Skybridge de Alcatel. Alcatel, à l'époque, ça avait beaucoup d'argent, quoi. Donc, ils se sont dit, on va se faire une constellation. Alors, vous regarderez le cours de la bourse de Alcatel, après, dans les années 2000, ça fait effondrer. Donc, là, ils ont dit, on arrête tout. Voilà. Et là, qui s'en est. Ouais, d'accord. Voilà, donc à l'époque, Alcatel, c'était, ouais, on a de l'argent, on va se faire notre constellation, un peu comme Iridium avec Motorola. Et... Ouais. Donc, et en faisant cette constellation, je suis passé de Cannes à Toulouse. J'étais à l'Aérospatiale Cannes, qui depuis a changé de nom, est devenu Alcatel Space, puis Thales. Donc la même société a eu 3 noms déjà. Donc je suis passé à Toulouse. Thales. Voilà. Ouais. Thales, ça vous parle. C'est bon, tout le monde sourit. Thales, ça vous parle. Voilà. Et pour raison perso, j'ai décidé je vais rester à Toulouse. Et c'est là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un nouveau métier, donc j'ai fait de l'architecture, commande contrôle, mission opération sur des satellites de géo. Voilà, donc le but c'était d'être sûr que du centre de mission, on arrive à commander en moins de temps possible, c'est un satellite militaire, des opérations à bord, donc toute la chaîne bord-sol et puis la chaîne mission à bord du satellite. Là, j'étais vraiment plutôt base de données, commande, contrôle, protocole, des choses comme ça. Mais à un moment donné, il a fallu fabriquer le satellite, il ne savait pas le faire marcher, il était compliqué. Donc j'avais défini la base de données, je suis allé en AIT les aider. Donc en AIT, en assemblage, intégration et test. Donc j'ai commencé à rentrer dans la salle blanche à commander le satellite que j'avais conçu. Et tout doucement, j'ai découvert le métier RF, donc radiofréquence, ingénierie charge utile. Là, j'ai regardé les autres faire. Je me suis dit, c'est cool, je vais faire ça. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est boule de neige, quoi. Ça se fait avec la vie, hein. Donc, vous ajoutez des compétences au fur et à mesure, voilà. changer de. Mais j'aime bien ça. Donc après, ça dépend vers quoi vous allez, quoi. Mais donc voilà, après j'ai fait charge utile, mon radiofréquence. Si on regarde, vous avez démarré. Ah, alors j'ai démarré sur un métier qui n'apparaît pas sur la page. Oui. Il serait plutôt dans la page précédente. Je n'ai pas cité tous les métiers de la qualité parce qu'on ne va jamais finir. Mais dans les métiers de la qualité, il y a tout ce qui est sûreté de fonctionnement, fiabilité. Voilà. C'est là-dedans qu'on les. Voilà. Analyse de tolérance à la panne. Après, je suis passé sur tout ce qui est plutôt, on va appeler avionique. Donc, chaîne commande-contrôle, télécommande, télémesure, base de données. Ah oui, il y en a. Ah oui, c'est important. Hein. C'est de plus en plus. Hein, parce que maintenant, on digitalise tout. Dès qu'on est dans le monde numérique, c'est du logiciel et des processeurs. Voilà, donc je suis passé dans le monde de l'avionique. Après, je suis passé dans un domaine qu'on appellerait... Alors, on va jumper. Hein. Moi, je passe... Voilà, intégration et test, salle blanche, les équipements montés, les échelles, arriver à commander ce que vous voulez, l'équipement, les perfos, est-ce que j'ai des bonnes performances? Voilà. Donc, j'ai fait 2-3 satellites comme ça. Après, j'ai pris en charge l'industrialisation du secteur, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que quand un satellite arrive, quand vous êtes dans l'industrie privée, il faut être efficace. Hein, on vous demande de réduire les délais, réduire les coûts. Donc, tous les process, comme je les connaissais sur 3 satellites, on a essayé de faire un peu plus de logiciels, automatiser les choses et tout. J'ai fait ça pendant un certain nombre d'années et après, on a gagné un contrat aux US. Et là, on avait besoin de quelqu'un qui savait suivre un fournisseur de satellites américain qui s'appelle Orbital ATK à l'époque. Et donc, comme j'avais été passé par pas mal de cases avant, j'ai été pris. Je me suis mis cravate et tout, hein, même en interne. Donc, j'y suis allé, j'ai été pris. Donc, j'ai été 2 ans résident à suivre le développement de la plateforme de Orbital ATK. La charge utile était faite par Toulouse, envoyée à Washington. Donc, je suis allé sur le tarmac de l'aéroport, on a sorti le container. Enfin, je ne l'ai pas sorti, mais j'ai surveillé. Voilà, on a fait le mapping satellite chez Orbital ATK. On a fini l'intégration satellite. On a fait la campagne de lancement à Kourou. Avec une fusée. Ariane. Ouais. Laquelle? V199. Une 5. Oui. Ouais. Voilà. Et bien sûr, il y avait quelques fuites sur le satellite. Ça ne s'est pas passé comme il fallait. Voilà. Donc, c'est tendu. Vous avez un copassager.
et qui lui veut lancer, c'est bientôt Noël, la base ferme, non, on ne va pas fermer la base. Enfin voilà, j'adore le job. Hein, voilà. Donc quand je suis rentré des US, je suis passé, Thales Alenia Space venait de gagner Iridium, constellation géant. Donc, Voilà. voilà. Donc ouais, Iridium, c'est 66 satellites sur 6 plans orbitaux, 11 satellites par plan, des liens intersatellites. Et aujourd'hui, le système Iridium, je ne connaissais pas trop. Non, c'est pas grave. Enfin, voilà, ces constellations, c'était très sympa. Ce qui y avait de très bien avec ça, je pense, c'est que il y avait déjà une première génération, 66 satellites, il fallait les remplacer parce qu'ils étaient vieillissants. Mais ils voulaient des nouveaux services, donc une nouvelle qualité de service au niveau des terminaux. Donc, ils voulaient de la qualité de service, une nouvelle qualité de service. Enfin, ils voulaient être sûrs que quand certains services, il ne faut pas perdre de paquets, certains services, vous pouvez perdre des paquets. Donc, il fallait définir des nouveaux protocoles. Ouais, je me fais embarquer. C'est passionnant de parler de son métier. Donc voilà, donc j'ai fait Iridium pendant 4 ans, design papier, on va dire. Et après, il fallait fabriquer les 80 satellites. Donc là, il cherchait des résidents. Voilà. Donc, je suis allé en Arizona, fabriquer les 80 satellites pendant 5 ans. Voilà. Et après, je suis rentré chez Thales. Et là, comme d'habitude, quand on revient d'expatriation, il faut chercher un bureau. On ne pense plus à vous. Vous avez été loin pendant 5 ans. Donc, vous faites un bureau, vous asseyez. Voilà, j'existe. Puis j'ai décidé de changer. Donc, je suis passé chez un opérateur, donc Inmarsat, qui lui vend des services et achète des satellites. Donc maintenant, mon job, c'est d'aller chez les industriels chez qui on achète des satellites. Et aujourd'hui, vous êtes chez Inmarsat. Et je suis résident chez Airbus parce que nos derniers satellites, on les a achetés chez Airbus. Là. Voilà. Chez le client. Chez le client. Voilà. Donc oui, on peut changer. Ouais. C'est la réponse. C'est ça la réponse à la question. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. N'hésitez pas. Ouais. Ok. Parce que je vous sens au fur et à mesure des diapos aussi. Ouais, alors. On s'éloigne. Ouais. Donc, du coup, comment reprendre? Donc, il y a plein de métiers. Je vais vous mettre les images plus de toute façon. Voilà. Donc, ça, c'est. Ouais, généralement, quand on fait un satellite, il y a la plateforme et la charge utile. Donc, les métiers plateforme, par exemple, ça va être dans un site industriel. Et les métiers charge utile, c'est souvent dans un autre site industriel. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est beaucoup comme ça chez beaucoup d'industriels. Donc, il y a des métiers à un endroit, un métier à un autre. À un moment donné, quand on met le satellite ensemble, il faut suivre sa charge utile vers le plateformiste, généralement. Voilà. Donc, ingénierie mécanique. Vous faites des modélisations à éléments finis. Vous devez survivre toutes les conditions de lancement. Donc, vibration, acoustique, choc séparation, choc pyro, et puis tout ce qui est contraction-dilatation. Vous faites des tests sur des tables avec vos accéléros, vous corrélez vos modèles. Ça, c'est un test acoustique avec des haut-parleurs pour un concert d'ACDC. Ouais. ACDC, c'est ma référence, désolé. Ouais. Voilà. Ingénierie interface lanceur. Donc là, c'est un peu différent. C'est le satellite est monté sur un adaptateur, monté sur le lanceur et parfois sur un disperseur. Donc, on sent bien que cette modélisation mécanique, elle est un peu différente de la modélisation mécanique pure du satellite lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle les analyses couplées. Vous faites ça généralement avec les lanceurs. Oui. L'adaptateur pour le satellite, généralement, c'est la compagnie qui fait le satellite qui le construit ou c'est la compagnie qui fait le lanceur? Alors, le lanceur spécifie l'interface. Le fournisseur du satellite définit l'autre interface. Et entre les deux, on fait vraiment, le job, c'est de faire l'adaptateur en fonction des deux côtés, quoi. Voilà. Donc, au bout d'un certain temps, quand on a un satellite récurrent, on va toujours utiliser le même adaptateur. Mais là, le satellite sur lequel je travaille, typiquement, il est redesigné, le dispenseur, en fonction des contraintes du nouveau satellite. Voilà. Ingénierie thermique. Alors, j'en ai fait 3 slides parce qu'en fait, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que là, c'est interplanétaire, et vous vous rendez bien compte que c'est encore plus vrai interplanétaire, vous avez des conditions thermiques extrêmes. Vous passez près du Soleil, vous passez peut-être
plus loin et vous ne voyez plus le soleil. Enfin, donc il faut survivre à tous ces aspects-là. Si vous restez Léo et Géo, orbite basse et orbite géostationnaire, c'est un peu mieux maîtrisé. Il n'empêche qu'un orbite basse, quand vous passez derrière la Terre, c'est froid, chaud, froid, chaud. Hein. Voilà. Des fois, vous êtes comme ça, le soleil est là-bas, c'est toujours chaud. Enfin, donc, et un géo, c'est un peu pareil. Hein. Vous passez 2 fois par an dans des périodes d'éclipse. Vous êtes pile poil aligné avec le soleil, la Terre et votre orbite, là, quand vous passez 40 minutes à l'ombre, puis après au soleil. Vous avez ces transitoires instantanés. Donc, on étudie les déformations des antennes. Voilà. Donc, ça, c'est ingénierie thermique, tous les aspects thermiques à prendre en compte. Donc, c'est un peu ce que je venais de vous dire, les flux qui varient suivant les éclairements. Vous avez une notion de, quand vous êtes un orbite basse, la Terre, elle est pas loin là. Donc, elle est en face de vous. Et donc, la Terre, elle rayonne sur le satellite. Quand vous êtes géostationnaire, la Terre, elle fait 17 degrés. Et, voilà, et elle est loin, quoi. Donc, il y a tous ces aspects-là. Vous avez des variations journalières, des variations saisonnières. Et après, derrière, vous avez toutes les modélisations thermiques. Est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce que vous dépensez les températures min, max, en cas de survie, en cas opérationnel. Voilà. Alors, vous pouvez le faire au niveau satellite, mais il ne faut jamais oublier qu'on achète un équipement, toutes ces analyses elles sont faites au niveau équipement aussi. Hein. C'est-à-dire que les plus petits équipements vont être modélisés, on va vérifier les gradients thermiques avec des modèles simplifiés. Puis tout ça va se terminer par des essais où on va corréler les modèles. Hein. Voilà, donc ça, c'est l'ingénierie thermique. OK. Ingénierie contrôle d'attitude. Hein. Calculateur, actuateur, télécommande, bus de données. Enfin, voilà. Vous pouvez pouvoir commander n'importe quel équipement. C'est des pulses télécommandes. Vous pouvez vérifier que la commande est arrivée sur le relais. Vous avez les télémétries. Vous voulez les températures à différents endroits du satellite. Vous avez vos thermistances. Voilà. Vous distribuez votre puissance. Vous avez des fusibles. Enfin, vous contrôlez tout. Hein? C'est système. Ouais, ouais. Ça s'interface avec le sol, ça décode les télécommandes, ça renvoie les télémesures, ça donne l'observabilité. Donc, le contrôle d'attitude, ça c'est un domaine à part entière. Hein. Donc, le contrôle d'attitude, c'est senseur. Donc, dans quel état je suis. Et après, en fonction de où je dois pointer et je sais où je regarde, la page d'après, c'est les actuateurs. Alors, quand j'ai fait la planche, je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de senseurs, pas beaucoup d'actuateurs. Et bien, c'est vrai. Donc, maintenant, c'est un senseur stellaire. On est près de la Terre, on se sert du champ magnétique terrestre pour savoir à peu près où on est. Ça aide ici. Ouais. Senseur solaire. Donc, le soleil, suivant lequel il rentre à l'intérieur, vous avez un codage et ça vous dit c'est grossier, hein, mais ça vous donne quand même une indication. Gyroscope, c'est pour propager votre attitude. Donc, vous savez où vous êtes avec un gyro. Ça, c'est le XXe siècle, ça ne se fait plus trop. Mais ça permettait de détecter la transition entre l'espace profond noir et la terre chaude. Donc, il y avait quelque chose qui oscillait. Et à chaque fois, ping, ça vous disait. Donc, en fait, ça vous permettait, avec 4 cadrans, de dire la Terre est là. Vous ne saviez pas donner votre yo, mais vous aviez donné votre rôle et votre pitch. Quoi. Voilà. Voilà, maintenant, le senseur stellaire, c'est... Voilà. Et je trouve un document de la NASA, je n'ai jamais atterri sur une planète, mais ils se servent de radar. Voilà. Donc, actuateur, des roues. Hein. C'est des roues cinétiques ou les roues à réaction. Généralement, on les monte en configuration tétraèdre, comme ça, quelle que soit la roue qu'on perd, il y a toujours une composante XYZ avec les 3 qui restent. Voilà. Et quand on est assez près de la Terre, on se sert aussi de bobines magnétiques en XYZ. C'est un contrôle un peu mou, mais on s'en sert. Voilà. Ingénierie propulsion, grosso modo, c'est une fois que la fusée m'a séparé, il faut que j'arrive sur mon orbite. Donc, avant, on utilisait des moteurs d'apogée pour propulsion chimique et on y allait assez vite, on va dire. Maintenant, on utilise de la propulsion plasmique parce que ça a certains avantages. C'est beaucoup plus long, ça met 6 mois pour y arriver, mais bon. Voilà. Et après, donc, une fois qu'on est arrivé à poste, vous avez toutes les petites tuyères qui vous servent à faire des petits coups de jet
pour garder votre attitude, mais principalement. Entre quel et quel moment? Pardon? Le moment où il arrive en orbite et un moment où il se installe sur son... Non, on va se servir de ça pour arriver vraiment sur l'orbite. Une fois qu'on sera dans la position orbitale 50 km sur 50 km, on va se servir de ça parce que naturellement, il dérive dans sa boîte. Donc, de temps en temps, on donne des coups de cuillère pour le ramener au milieu de sa boîte. Oui. Et on s'en sert aussi pour désaturer les roues, parce que les roues se saturent régulièrement. Mais les 6 mois dont vous parliez, Ah oui? C'est entre quel moment et quel moment? Après lancement lanceur, Oui. pour arriver jusqu'à l'orbite géostationnaire. Un satellite Voilà. Donc géostationnaire. Ouais, géostationnaire, ouais. De l'orbite de transfert à la géo. Je ne sais pas s'il y a des Léo qui ont des propulsions plasmiques. Tiens, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Voilà, donc ça, c'est un schéma typique. Je ne sais pas ces détails, mais voilà. Donc ça, c'est des exemples d'équipements. Hein. Un régulateur de pression, un réservoir, une tuyère plasmique. Donc c'est du xénon, champ électrique, accéléré, ça vous fait un delta V. On commence à avoir des satellites qui ont des bras déployables. Donc on va mettre les tuyères au bout de bras qui se déploient. Donc pendant le lancement, tout est pigué. Arrivé à poste, on déploie. Tout ce qui est valve pyro. Valve pyro, c'est quand on veut lancer un satellite, la fusée, elle va vous demander une garantie que c'est safe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule simple panne de votre satellite qui risque de faire exploser la fusée. Donc ils veulent au minimum une tolérance à 2 pannes. Donc, ouais. 2 pannes? Ouais, à 2 pannes, minimum. Pour les aspects safety, sauvegarde, pas de tir. Donc, on va utiliser par exemple des valves pyrotechniques qui sont normalement bouchées et lesquelles il faut envoyer une impulsion électrique pour l'essayer. On va en mettre 2 en série par exemple. Donc, si vous revenez au schéma d'avant, vous pourrez vérifier que c'est safe. Mais à un moment donné, il y a ce qu'il faut pour apporter ces barrières de sécurité. En plus, il y a des barrières de sécurité électriques. Voilà. Donc, voilà, les tuyères. Et ça, effectivement, quand vous les faites claquer, c'est un choc à bord du satellite. Parce que c'est pyrotechnique. Hein. Électricité, poudre, plutôt, ça coupe et puis ça libère toute chose. Donc, ça fait partie des analyses méca. Donc, dynamique orbitale, il y avait quelqu'un qui était intéressé. Alors, je ne savais pas trop quoi mettre là-dessus parce que c'est un sujet, on a tous vu les films Apollo, ou alors on va faire une accélération autour d'une planète, mais ça c'est typiquement, on lance le satellite, si votre pâtir il est à 23 degrés, vous commencez un peu incliné, mais à la fin vous voulez arriver droit. Donc tout doucement avec votre propulsion plasmique, vous donnez une impulsion au bon endroit, bon nœud orbital, vous agrandissez le cercle, et vous réduisez l'inclinaison. Et à terme, vous arrivez à votre position orbitale géostationnaire. Donc ça, c'est le b.a.-ba du géo. Ici, je l'ai mis fun, j'imagine, pour quelqu'un qui veut faire de l'orbitographie, enfin, tout ce qui est de la dynamique orbitale. Et après, associé à ça, il y a tout ce qui est la gestion de la montée à poste. Donc, il y a des gens dont le job, c'est de coordonner toutes ces opérations pour arriver à poste. Voilà. Donc, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Ingénierie avionique, on en a déjà parlé un peu. Hein. C'est calculateur, ça coordonne tous les équipements. Concept. Ingénierie RF, ça commence par votre client veut des spots, une mission. C'est quoi le RF? Ah, c'est radiofréquence. Ingénierie radiofréquence, pardon. Ingénierie radiofréquence. Donc, votre client vous définit des spots, une puissance minimum rayonnée pour que vos terminaux puissent réussir à avoir assez de signal. Vous faites votre schéma charge utile, vous faites la gestion de votre spectre, le spectre en montant, le spectre en descendant. Vous faites votre bilan de liaison, parce que le satellite étant loin, il faut que vous réussissiez à bord du satellite à réamplifier le signal un minimum. Voilà. Vous choisissez la modulation de vos terminaux, vous faites des calculs d'isolation, enfin voilà, l'ingénierie RF, c'est ça. Ça se termine avec des équipements, des amplificateurs faible bruit, des convertisseurs de fréquence, des processeurs qui vont acquisition analogique numérique, vous avez le monde digital, FFT, processing.
Voilà. Vous revenez dans le monde analogique avec un convertisseur numérique analogique. Vous avez processé votre signal, vous passez dans un tube qui l'amplifie. Dès que vous avez de la puissance, vous passez en guide d'onde. Avant, vous étiez en coax. Vous n'avez pas beaucoup de puissance. Dès que vous avez de la puissance, le coax ne tient pas la puissance, donc il faut que l'onde soit conduite dans un guide d'onde. Vous avez des switches pour gérer les redondances. Ça se termine avec un truc comme ça. Vous avez vos tubes, les guides, la puissance, ça sort sur l'antenne et ça arrive sur Terre. Voilà. Je vais vite. Hein. Ingénierie antenne, c'est un milieu spécial, le monde des antennes. C'est toujours un secteur à part dans les sites industriels. C'est des gens, ils ont leurs outils à eux. Et c'est un peu spécial quand même. Hein. Et ça peut être une grosse antenne déployable comme ça. Hein, une antenne filée là. Ça peut être des mètres et des mètres. Ça peut être des réflecteurs comme ça. Vous allez déterminer la directivité de votre antenne, être sûr qu'elle a les bonnes caractéristiques. Du coup, c'est ça qui va donner le gain à votre signal amplifié à bord. Vous allez pouvoir maintenant, comme sur les téléphones, avoir des antennes actives, enfin former des beams, donc tout ce qui est beamforming. Et là, typiquement, c'est un satellite. Vous avez par exemple l'antenne Bandel, qui est l'antenne de la mission. Vous allez avoir ici des antennes crosslink qui vont être, ça c'est du Iridium nord, sud, est, ouest, les 4 crosslink avec les satellites des plans voisins. Vous allez avoir ici une charge utile ADSB qui a été rajoutée, c'est pour ADSB, c'est tout ce qui est avion, pour suivre les avions. Et après, il doit y avoir les antennes TTC. Voilà. J'arrive au bout. J'ai encore combien de temps? Oh, ça va. Vous faire l'ingénierie fabrication mécanique thermique, ingénierie intégration et test. Donc, vous êtes en salle blanche, vous faites des tests d'autocompatibilité rayonnée avec les antennes et le satellite entier. L'ingénierie moyen d'essai. Pour tester tout ça, il faut bien des ingénieurs pour... Ouais, je vous en mets plein la tête. Ingénierie contrôle projet, pour être sûr que le projet se déroule bien. Ingénierie opération. Phase de contrôle. Voilà, ça c'est... Alors dans la vraie vie, c'est vraiment comme ça, maintenant. Donc ingénierie opération, c'est marrant parce que c'est un métier, c'est waouh, mais en fait, votre job, c'est... Par exemple, une flotte de 13 satellites géostationnaires, c'est 24 heures sur 24, vous êtes de nuit dans le centre et vous vérifiez que toutes les télémesures sont bonnes et tout. Dès qu'il y a une alarme, là je suis d'astreinte aujourd'hui, pendant toute la semaine, dès qu'il y a une alarme, si elle n'est pas comme celle qui ressemble à celle d'avant, il y a tout un ensemble de personnes qu'on appelle et voilà, qui vont supporter à... Pour une fois que vous êtes d'astreinte, là, le téléphone, s'il sonne, vous devez... Oui, ouais. Ingénierie station-sol, on s'éloigne un peu du satellite, mais bon, c'est quand même, ça fait partie, ouais, c'est l'autre côté. Voilà. Donc, quelle est la taille des antennes, il faut les équipements en face. Donc, on commence à s'éloigner du satellite, hein, j'en conviens. Et ingénierie terminaux, c'est pareil, on s'éloigne du satellite. Voilà. Et on voit les applications. Et voilà, on est du côté plus près de l'utilisateur. Après, je me suis dit que j'allais faire un petit slide sur les salaires. Si, enfin, oui. Donc, j'ai pris que des choses officielles. Donc, ça, c'est quand moi j'ai travaillé dans des grosses sociétés, c'est convention métallurgie. OK? Donc, vous allez sur Internet, la convention de la métallurgie elle définit les minimums de salaire par position. Ça veut dire quoi? Donc, quand vous êtes jeune, vous commencez position 1. Vous êtes un peu plus âgé, vous allez commencer position 2. Position 3A, ça commence à être expérimenté. Position 3B, ça commence à être chef de programme. Okay. Position 3C, c'est plutôt directeur. Voilà. Donc, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Ça, c'est les salaires minimums. Alors, pareil, hein, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Il faut prendre ça avec, voilà, faut prendre ça avec prudence. Voilà. Oui, c'est les bruts. Oui, c'est des bruts à nœuds. Ouais, pour moi, ce sont des bruts. Hein. Voilà. Donc, je vous ai les mis en par mois, en brut par mois, ordre de grandeur. Et à 5 ans, je ne veux pas vous désespérer. Je veux pas. Il y a eu l'inflation. Voilà, il y a eu l'inflation.
Et ce que, Les salaires. ce que je voulais aussi vous dire, c'est que avec tous nos parcours, on n'est jamais tous égaux. Donc ça, j'ai déjà vu ça. Moi, j'avais dans mon entreprise quelqu'un qui faisait ça à titre personnel. À chaque fois qu'il y avait des augmentations, c'était les fournitures, c'est combien tu as eu. Et il y avait quelqu'un qui compilait. Donc ça, c'est une autre société, mais c'est grosso modo, c'est vraiment, je trouve que ça reflète exactement ce que j'ai vu. C'est-à-dire que vous avez entre 22 et 57 ans. Vous donnez votre salaire à la personne. Là, vous avez des positions, grosso modo. Et 37 ans, lui gagne ça et lui gagne ça, quoi. Enfin, vous aurez des disparités de salaire. Donc, vous n'êtes pas enfermé. Chacun sa vie, chacun son parcours. Voilà. Et je voulais partager ça avec vous parce que ça fait partie aussi de se projeter, quoi, hein. Parfait. Voilà. Et j'ai fini. Alors, Ouais. Merci beaucoup. Hop. Voilà. Pouvez-vous décrire les plus grandes attentes demandées par les entreprises? Alors, les plus grandes attentes demandées par les entreprises. Ah. J'ai jamais eu trop la pression. En ce qui... Généralement, l'attente, c'est quand vous êtes sur un projet, il faut le finir à temps. Votre client, il compte sur vous. Donc, en fait, la pression, c'est vraiment la pression du planning, du programme sur lequel vous êtes. J'ai jamais eu de pression de hiérarchie ou de quoi que ce soit. C'est quand on est dans le job, on est dans le job. Et après, il sait quoi apprendre à le gérer. Parce qu'un programme spatial qui finit à l'heure, ça n'existe pas. Donc, il faut relativiser, il faut toujours garder une part de... Ouais, faut dormir la nuit et faire que ce qui est possible de faire humainement, quoi. Vous n'allez jamais, à vous tout seul, ramener un programme sur le droit chemin. Donc, je dirais, protégez-vous, faites de votre mieux. Et je pense que c'est ça la plus grosse pression du job, quoi. Parce que non, mais c'est pareil, hein. Je suis pas déjà à l'école, hein, vous en avez qui travaillent beaucoup, il y en a qui travaillent moins. À l'entreprise, c'est pareil, hein. Voilà. C'est les résultats. Ouais, il y a différentes manières. Et pour le même job, vous allez avoir des gens qui travaillent le samedi et le dimanche. Ça va bien se passer pour la vie de famille. Il y a des gens qui vont savoir cloisonner, ça va bien se passer. Donc moi, j'ai envie de dire, la plus grosse pression, c'est la pression du monde du travail. C'est plutôt ça, en fait. Voilà. Merci. Ouais. Des questions? Oui. Il faut Combien d'ingénieurs? combien d'ingénieurs pour Ouais. un lancement de satellite? Très bien. Alors, il faut le voir comme une pyramide dans une organisation industrielle. Donc, je vais dire constellation. Iridium, les clients, on avait une quinzaine de personnes d'équipe technique. Côté industriel, le groupe qui gérait le contrat de 2 milliards et quelques, c'était 15 personnes. Mais derrière, il y avait une spécification segment spatial, 15 personnes, une spécification téléport, une spécification terminaux, à chaque fois 15, 15, 15. Segment spatial, 15 personnes, vous aviez plateforme et charge utile. Donc 15 et 15, et après vous faisiez tous les fournisseurs. Donc, in fine, quand vous descendez la pyramide de spécification, d'approvisionnement et tout ça, ça fait travailler dans quelques centaines de personnes pendant quelques années. Ouais. Donc, tu ne lances pas tout seul un satellite, même si tu es directeur. Oui, Hugo. À distance, est-ce qu'on travaille tout seul ou est-ce qu'on travaille en transversalité avec les autres équipes qui sont dans le projet? Réponse, je travaille dans une grosse boîte, 2000 personnes, Thales, Airbus. Il y a des services, il y a le service radiofréquence, il y a le service avionique, on ne sait pas, on va demander à ses collègues. Enfin, il y a un groupe de gens qui font le même métier et on peut être partagé, on peut s'épauler. Là, je regarde toujours les jobs sur LinkedIn. Hein.
En ce moment, il y a plein de startups. La startup avait un ingénieur payload senior. Le gars, il est tout seul. Il a intérêt à avoir les bons tableurs Excel et savoir ce qu'il fait, parce que sinon, il plante la startup. Donc, ouais, c'est assez particulier. Les grosses sociétés apportent de la sécurité, je trouve, pour commencer, parce que le métier est partagé. On apprend des autres et on a l'ancienneté. Après, les startups, ils sont. Les startups, D'habitude, ils sont 2-3 au début quand même. ouais, voilà. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que par métier, on se retrouve assez vite tout seul dans son métier dans une startup. Oui. Et- Alors que dans une entreprise alors, dans une de entreprise, plus. on a le groupe. Oui. Que, il y a des fois, il y a des jobs, je regarde de l'ingénieur. Je suis senior, mais quand même, je suis tout seul à tout porter. Enfin, ouais, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond. Ouais. Notre question, oui. Est-ce que les missions sont accessibles? Est-ce que les missions Scientifique. scientifiques sont accessibles? Alors, les missions scientifiques sont-elles accessibles? Alors, la réponse est oui. C'est de plus en plus, je pense. Donc, une agence va passer un contrat avec un industriel. Donc, vous vous retrouvez chez un industriel, genre, pareil, un gros industriel, que ce soit aux US ou ici, hein, vous allez pouvoir faire des missions scientifiques parce que généralement, dans le secteur où vous êtes, vous allez avoir la moitié du site qui travaille sur le téléphone et la moitié du site qui travaille sur le scientifique. Et des fois, c'est vraiment assez cloisonné. Hein, vous choisissez. Donc, vous pouvez, moi, au départ, j'ai commencé à travailler sur MERIS, qui est un instrument d'observation de la Terre. Après, j'ai travaillé sur Météosat de seconde génération et j'étais dans le scientifique. Et après, par hasard, je suis allé du côté, c'était les Jason, donc c'était encore. Ah oui, c'est scientifique. Voilà, c'était encore scientifique. Et après, je suis passé. L'agence d'observation des océans. Ouais. Et donc, oui, enfin, et j'ai pris l'exemple de Huygens, Huygens, qui est parti sur une planète. Ça, c'était à Cannes. À Cannes, ils ont la moitié du site qui est scientifique. Hein. Et je pense que chez Airbus, ici, c'est pareil. Hein. Ça répond? Ouais. Après, en revanche, les programmes scientifiques dépendent des financements des États. Donc, il y a des hauts et des bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les États font des appels d'offres vers les privés pour pouvoir avoir du soutien et de l'argent pour monter les projets. Exemple, les États-Unis. Oui, exactement. Ouais. Aux États-Unis, il y a un gros virage. La science et la recherche scientifique et technologique sont côté. La balle est lancée dans la cour des privés. Ouais, c'est pas impressionnant pour aller sur la Lune, c'est des sociétés privées qui maintenant ont des appels d'offres aux US. D'autres questions? D'autres questions? Je l'ai pensé. Ah oui. Ouais, ça, c'était le lien qui était sur la première page que j'ai trouvé par hasard. Ce sont tous les lancements depuis 57. Voilà. Donc, vous l'avez sur la première, sur la fiche, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est long, hein, honnêtement, ça défile doucement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fois des sites. Donc, on parlait là de Brolio en Kenya, qu'on ne connaissait pas. Ouais, je comprends pas, ouais. En Corée, voilà. Après, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est l'aspect dans quel pays travailler. Vous êtes en France, vous pouvez travailler en France. Si vous parlez anglais, vous pouvez travailler dans pas mal d'endroits. Les States, c'est un peu plus difficile. Là, tout de suite. Ouais. Il faut la green card, il faut. Ouais, alors, quand j'étais travaillé aux US, il faut des visas pour être sponsorisé, mais ça reste possible. Hein. Ça y est, ils sont absorbés tous par les lancements. Et on est en 66. On n'est pas encore vers la Lune. 67, premier Soyouz en avril. Je sais pas. Là, ouais. Baïkonouri, flash. Les Américains, ils avaient des meilleures technologies de prise d'image pendant la guerre froide, donc ils étaient lancés moins souvent leurs satellites. Les Russes, ils avaient une technologie un peu plus
rudimentaire. Rudimentaire, merci. Voilà. Et du coup, il est lancé presque tous les jours. Donc, quand vous regardez l'historique des lancements, il y a des grosses différences de lancement. Les Russes, ils lançaient partout. Le cadence. Il y avait du vent, 40 degrés. Ils attendaient qu'il fasse. Donc, mais ouais, c'était les Russes, c'est pas Ouais. Mais c'est impressionnant. Donc, je vous invite à revoir. Alors, je vais vous envoyer, je vais demander au service communication la liste des présents et je vais vous envoyer le support de M. Millon par mail. Comme ça, où je vais essayer de le faire accessible peut-être sur Moodle à tout le monde. Je vais voir qu'est-ce qui est le plus facile. Et vous pourrez avoir, bien évidemment, alors, vous pouvez Rocket Launch History, je pense que si vous lancez dans un moteur de recherche, vous le trouvez. Il y a des documents et le lien, moi je l'ai retrouvé dans un document PDF en préparant des cours pour vous. Donc oui, c'est impressionnant parce que vous êtes dans le spatial et vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour avoir tout ce qui se passe aujourd'hui, on a plus de 60 ans d'expérience dans les lancements. Ouais. Et c'est ce qui vous attire l'œil en ce moment, comme un feu d'artifice. On dirait un feu d'artifice. Question, oui. Question sur les déchets en orbite et le travail de plus tard. Par rapport à ces déchets, est-ce que c'est plus ça, entre guillemets, de faire des enfants plus précis, ou est-ce que c'est plus ça, de nettoyer l'espace simplement? Il n'y a pas de simple. Ouais, c'est un bon sujet. Alors, je vais essayer de répondre pragmatiquement. Ça me paraît difficile de nettoyer les déchets. Il y a des sociétés qui se lancent. Tous les agences spatiales ont un programme. Ouais, je n'ai pas trop compris quel était, d'un point de vue ingénieur, la technique pour l'instant. Mais je trouve ça très bien qu'on essaye. Après, il y en a partout. Après, bien sûr, hein, vous êtes un ingénieur, vous allez le devenir, c'est une sphère, il y a une distance, et plein de vide. Il y a des déchets entre le plein de vide. Et c'est pas de bol quand ça se collisionne, mais ça arrive. Il y a eu quelques collisions malheureuses. Hein. Et bien sûr, ça fragmente le déchet. Donc, le début des déchets, c'est un problème, je pense. Surtout en orbite basse, où quand on voit les projets qui sont déposés sur le papier, et waouh, c'est beaucoup. Donc, moi, j'ai travaillé sur Iridium, 66 satellites. C'est rien, quoi. Et maintenant, on arrive à des centaines. Iridium, donc il y a des agences qui traquent les débris jusqu'à 1 centimètre. Allez, on va souvent pour les militaires ou pas, on a la des données, il y a une résolution plus ou moins importante. Et on fait des bulletins de conjonction tous les jours. On tourne les modèles et régulièrement, dès qu'on pense que la proba devient importante, ça va sur le bureau de quelqu'un qui évalue si on va faire une manœuvre d'évitement ou pas. Et quand on fait la manœuvre d'évitement, on refait tourner les calculs derrière pour savoir ce qu'on a fait faire à notre satellite, ça crée pas un risque plus grand. Voilà. Donc, ça, c'était que 66 satellites. Donc, je pense que la gestion des déchets, c'est. Et même les agences, maintenant, quand il y a des tirs de fusée, réfléchissent avant de lancer, quoi. Attention. La pollution d'espace, gros sujet. Il y a beaucoup de com de tout le monde là-dessus pour dire moi je fais bien. Enfin, grosso modo, c'est je suis géostationnaire. Voilà, les gens qui font du Léo, ils polluent. Ouais, il y a de la com et le problème reste réel. Après, il y a de la législation qui a évolué. La législation évolue. Pour prévoir avant le lancement de réserve de carburant pour la désorbitation, soit vers l'orbite cimetière, soit vers l'atmosphère terrestre. Et on assure aussi
quand c'est possible, quand c'est modulaire, une séparation des modules. Une séparation des modules afin que l'objet puisse se consommer lors de la traversée atmosphérique. Oui, ça commence à s'allumer à des endroits où c'était pas avant, et à le voir. Arrivé 2010, on va voir que ça s'éteint un peu. Côté américain, ça va s'éteindre. Et ça va, à partir de 2011 à 2021, 2022, les vols habités aux États-Unis, ça s'était arrêté, donc il y aura moins. Et c'est Baïkonour qui va s'allumer beaucoup plus encore. Et pour répondre encore une fois sur la partie Clean Space, bon, vous avez de la Clean Space de l'ESA, et vous avez beaucoup de tests qui ont été déjà faits sur orbite. Alors, quelques manœuvres pour la désorbitation, mais ça reste par rapport au nombre de satellites lancés, par rapport au nombre d'objets lancés sur orbite, ça reste encore des manœuvres qui sont minoritaires, si on peut le dire comme ça. Donc, satellite géostationnaire, on garde toujours un minimum de carburant pour le déorbiter. Satellite orbite basse, par exemple, le satellite Iridium, moi j'en ai fabriqué 80, là, on les a lancés, on en a remplacé des anciens. Tous les anciens, ils ont été rabaissés et en fait, ils frottent donc, sur l'oxygène atomique de la Terre. Ça baisse tout doucement leur altitude et ils finissent par se consumer. Et effectivement, quand on conçoit un satellite, il faut vérifier que toutes les pièces sont d'une taille suffisamment petite pour que quand ça se consume, il n'y a rien qui tombe. Mais cela étant dit, je crois que j'ai dit des articles où on a retrouvé des réservoirs de cet Iridium dans le champ de quelqu'un en Noyau, je ne sais pas où. Un peu moins fun. Moins bien. Oui. C'est la réalité du spatial aujourd'hui. Ah ouais, ça je ne saurais pas dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on est ingénieur, quand vous êtes ingénieur, vous allez faire des super modèles. Et statistiquement, à 95%, ça va se passer comme vous avez fait. Il reste les 5%, là, on ne se voit jamais. Ah, je voulais l'ensemble de la vie. Mais oui, la pollution de l'espace, c'est un sujet. Ça monte en puissance, et ça me fait réfléchir. Hein. D'ailleurs, il y a eu le fait que chez envoyer le message chez même dans l'espace, c'est je ne sais pas si c'est il y a des erreurs des déchets dans l'espace, ils peuvent déployer des satellites qui sont c'est d'actualité. Hein. Oui, alors, normalement, c'est pas de chance. Ça peut arriver. Il y a eu déjà effectivement. Des manœuvres d'évitement sur orbite, des masses mortes, d'objets qui n'étaient plus en activité. Il y a eu des expériences de l'ESA, je me rappelle, ils avaient envoyé des échantillons qui étaient exposés, ils sont redescendus sur Terre pour évaluer l'impact des météorites. Et d'ailleurs, on conçoit les satellites pour être tolérant normalement à un certain impact. Ils sont déçus. Ça, c'est fini. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions dont on n'a pas répondu à distance? Alors, si tout le monde a eu ces questions répondues, alors n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions pour les transmettre à M. Lyon. Sur ce, je vous invite à remercier encore une fois M. Millon pour avoir confié à nous cette conférence. Alors, je vous souhaite d'avoir une carrière aussi extraordinaire que la sienne. Avoir toute cette expérience, c'est enrichissant, c'est génial. Merci Ivry, merci à tous les participants de nous avoir rejoints ce soir. Et je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Au revoir. Merci.